Bien, bonjour à toutes et à tous. So I will speak in French unless somebody requests that I speak English. I'm much more fluent in French than in English, but so j'ai été désigné volontaire pour vous présenter les résultats d'un travail collectif qui a été fait donc sur l'enquête réalisée cette année par le bureau de Diane Lavigne. Donc l'objectif de l'enquête, c'était de faire le point sur les recherches menées sur les nouveaux paramètres, les outils, les équipements, les techniques, les données, leurs traitements qui sont susceptibles d'améliorer la connaissance de la qualité des raisins au vignoble et de fournir aussi des outils d'aide à la décision pour les viticulteurs. Donc cette enquête a été diffusée à 3 catégories de cibles. Donc les équipementiers, donc c'était Michel Boulet, je crois, qui s'en occupait en particulier, les producteurs, Carlo De Biasi, et les scientifiques, moi-même. Donc on a envoyé plusieurs dizaines de questionnaires par email, et on a eu un nombre relativement restreint de réponses, ce qui nous amène à revoir peut-être le processus pour les enquêtes ultérieures. Donc si on regarde ce qui a été fourni par les équipementiers, c'est l'Italie qui vient en tête. Je crois qu'on a eu 5 réponses. Ensuite la France et l'Espagne. Donc les équipementiers disposent et utilisent d'un certain nombre de systèmes qui leur permettent de faire la cartographie parcellaire. Donc on a le système Vintage HMI. On a un système équivalent Enogis en Italie, qui existe aussi en version payante sur le cloud Enogis. C'est diffusé donc par MPA Solutions. On a également des systèmes qui vont permettre d'aider la conduite à l'exploitation, notamment aussi avec la gestion des maladies. Donc Quaderno di Campagna, QDC. Utilisation de smartphones, on y reviendra tout à l'heure. Et on a aussi des outils d'agriculture de précision qui sont fondés sur des systèmes satellitaires. En France, donc je serai amené à parler tout à l'heure dans le détail, comme je peux, parce que ce n'est pas moi qui ai développé le système, c'est Christophe Guizard, mais il est absent aujourd'hui. Donc de Smart Grape, c'est un outil de caractérisation colorimétrique des baies. Et on a aussi Forcea qui développe des systèmes d'analyse et qui débouche sur l'agriculture de précision, donc AgroData Consulting. En Espagne, on a une réponse de Chromenos, donc c'est une méthode d'analyse des raisins noirs qui a été développée et brevetée pour prédire l'intensité de la couleur, la qualité des tanins et le profil aromatique. Donc la société s'appelle Bioenos. Alors les producteurs, 12 réponses, c'est toujours l'Italie qui mène la course. Donc 4 réponses en Italie, 3 en France, 2 en Australie, donc une en Espagne, en Angleterre et une en Inde. Donc ce sont surtout des producteurs de la catégorie premium, donc qualité, qui ont répondu, des gens qui sont présents sur le marché international et qui gèrent des exploitations de l'ordre de 50 à 1000 hectares, donc des choses relativement importantes, avec 50 à 50 employés, 5 à 50 employés. Donc les systèmes qui sont utilisés sont des systèmes fondés sur la fluorescence, par exemple Multiplex, Dualex. On a aussi des systèmes qui s'appellent Diosystem, EnoView, donc sont très utilisés notamment en France et en Italie, mais ça reste quand même les observations visuelles et gustatives qui représentent les analyses les plus classiquement utilisées pour apprécier la maturité. Plus rarement, certains producteurs commencent aussi à utiliser la télédétection. Donc ces analyses sont faites pour faire de la sélection parcellaire, et ceci est développé notamment en Champagne. Donc je crois que le nombre de parcelles où ça a été utilisé est passé de 50 à 2005 à 700 en 2012 ou 15, je ne sais plus. Peut-être que Laurence pourra corriger mes chiffres, mais en tout cas, c'est en plein développement. Et la variabilité intraparcellaire est intégrée aussi dans les prélèvements.
2 domaines ont réalisé des cartes de sol précises, utilisant les indices de vigueur NDVI, donc c'est toujours en Champagne, et GeoCarta, donc GeoCarta pour la résistivité des sols. D'autres capteurs sont aussi utilisés et sont en cours de développement par fruition pour évaluer le stress hydrique, donc des capteurs hydriques ou des chambres de pression. Donc, pour ce qui concerne la gestion des données, on est encore dans une phase, je dirais, préliminaire, où finalement les données ne sont consultables et ne sont disponibles que sur des tableaux Excel, ce qui, en termes de convivialité, de facilité d'utilisation, n'est pas toujours le plus simple. La plupart des producteurs sont intéressés par des systèmes, l'accès à des systèmes d'information géographique, et ça c'est évidemment un point très important parce qu'il faut que ces données soient corrélées très précisément dans l'espace si on veut pouvoir les utiliser de façon optimale. Donc les évolutions souhaitées au niveau des producteurs sont bien sûr la mise au point de méthodes qui ne nécessitent pas de préparation des échantillons, donc des méthodes rapides, et aussi plus prosaïquement la définition d'un raisin, de ce qu'est un raisin de qualité. Alors chez les scientifiques, on a eu seulement 7 réponses, donc c'est pas très nombreux. Il y a plusieurs raisons. Bon, je pense que ce sont tous des gens très occupés, tout le monde l'est, mais ce n'est pas une excuse. Mais il y a aussi des raisons dans le domaine scientifique, on est tous un peu paranoïaques, des raisons de concurrence et de confidentialité. Donc tout le monde ne souhaite pas forcément répondre. Donc les thèmes étudiés au niveau des scientifiques, c'est bien sûr la maturation en relation avec l'environnement, l'importance du génotype et donc du patrimoine génétique sur l'évolution de la maturation, donc la précocité, la phénologie, la composition des baies et leur réponse à l'environnement, et puis bien sûr l'impact de la fertilisation et des pratiques culturales. Donc on utilise des méthodes qui sont destructives ou non. Donc, les méthodes non destructives sont parmi celles que j'ai citées auparavant, des méthodes fondées sur la spectrométrie de fluorescence ou la réflectance, des choses comme ça. Les smartphones aussi, on y viendra aussi tout à l'heure, ou des méthodes destructives à haut débit. On aura aussi plus tard dans la matinée un exposé qui, je pense, nous parlera de ces aspects en essayant de corréler l'analyse de l'expression du génome à haut débit, donc ce qu'on appelle le transcriptome, avec l'analyse du contenu métabolique des baies à haut débit, le métabolome. Alors les besoins en capteurs évoluent aussi, donc il y a des choses qui sont en cours d'évolution sur l'évaluation de la texture, l'évaluation de la concentration en tanins et des pellicules, et on essaie aussi de travailler sur des techniques rapides d'évaluation des profils phénoliques et des précurseurs aromatiques, ainsi que la résistance au froid pour certains pays. Alors les limites et les contraintes, elles sont importantes et en fait elles ne sont pas limitées à l'utilisation par les scientifiques. C'est d'abord un problème d'échantillonnage. Le raisin, c'est quelque chose d'éminemment hétérogène, donc il faut s'assurer d'un échantillonnage robuste. La robustesse des mesures aussi, donc leur précision, leur fiabilité, leur répétabilité. Les problèmes des scientifiques, c'est le financement de la recherche à long terme, parce qu'on a des contrats qui durent 2, 3 ou 4 ans, grand maximum. Et en fait, si on veut étudier ces problématiques, il faut quand même prendre en compte des effets millésimes qui soient suffisamment longs. Et donc, on a besoin de financement qui soit plus long que ces durées courtes. La difficulté de récolter des métadonnées dans des régions climatiques comparables. Et bien sûr, il y a toujours un fossé, pour ne pas dire un gouffre, quelquefois, d'incompréhension entre les scientifiques et les professionnels. Donc voilà pour les résultats de l'enquête. Je n'ai pas trop le temps de détailler. Alors on a approfondi ça au cours d'un atelier. Donc voilà les participants à cet atelier qui a eu lieu en janvier ou février, je ne sais plus. On a repris un petit peu les résultats de cette enquête et on les a commentés et discutés. Donc sur les capteurs, on a souligné la différence entre données qualitatives ou quantitatives.
Donc certains capteurs délivrent des données qui sont quantitatives, qui sont directement exploitables par l'opérateur. D'autres capteurs ne donnent que des données qualitatives, donc des index, qu'il va falloir travailler grâce à des référentiels pour obtenir une donnée qui soit utilisable au vignoble. Il faut bien définir aussi les objectifs avant d'utiliser les capteurs, parce que tel capteur va permettre de répondre à tel objectif et tel autre ne le pourra pas. On sort très régulièrement à l'exploitation de données hétérogènes, et ça c'est un des enjeux de l'analyse des big data. On a des problèmes de confidentialité et de propriété des données. Tout le monde n'est pas toujours complètement ouvert à délivrer ces données à une société. Il faut utiliser les bons capteurs à la bonne échelle. Donc si on fait du satellitaire, par exemple, il faut plutôt regarder l'échelle du vignoble, du terroir. Et si on utilise des outils piétons, c'est plutôt la parcelle, voire le pied. Il y a une taille d'exploitation optimale pour utiliser des outils de ce type-là. On considère que c'est de l'ordre de 5 à 50 hectares. Et il faut, comme je le disais tout à l'heure, obligatoirement relier toutes ces données de capteurs à des données météorologiques et géographiques précises si on veut pouvoir les exploiter dans le temps et tirer des corrélations qui soient pertinentes. On essaie aussi d'intégrer maintenant les capteurs et les outils d'aide à la décision. Donc ForceA, par exemple, travaille sur l'intégration de données relatives au statut azoté mesuré par le Dualex et l'intégration de la vigueur mesurée par le PhysioCap pour pouvoir piloter de façon plus précise l'alimentation azotée. Les smartphones sont un outil qui est en cours de développement avec un certain nombre d'inconvénients qu'on mentionnera tout à l'heure, mais qui sont très intéressants pour affiner les modèles qui sont déjà disponibles, affiner à une échelle plus précise ces modèles. Et ensuite, on a des problèmes de formation des utilisateurs, parce que il y a toujours un gap, un fossé entre ce que les scientifiques ou les techniciens qualifiés maîtrisent et ce que peut maîtriser l'utilisateur lambda. Pour ce qui concerne l'analyse des données, on a eu des exposés très intéressants de Nathalie Lambert, qui travaille au CEA, et de Pascal Neveu, qui est responsable d'une unité de recherche qui s'appelle Mathématiques, Informatique et Statistique pour l'environnement et l'agronomie. Donc c'est clairement un enjeu pour le futur, l'analyse des données à haut débit, qui pose des tas de questions et de problèmes à résoudre. Donc on avait été un peu surpris que le CEA s'inscrive dans ce type de démarche, mais le CEA fait déjà un travail apparemment assez avancé sur les relations entre génotype et phénotype, donc les relations entre génome et aspect des individus. Donc l'UMR Mistea est complètement dédié à ces aspects d'analyse de métadonnées en agronomie. Donc ça concerne le développement de méthodes mathématiques, statistiques et informatiques pour l'analyse et l'aide à la décision, donc en agronomie et en environnement. Donc Pascal Neveu nous avait bien rappelé qu'une donnée isolée n'a que peu, voire aucune valeur. Elle doit être resituée dans un contexte aussi précis que possible, et elles doivent être reliées entre eux. Donc il nous avait donné l'exemple de Pink Lady. Donc Pink Lady, c'est une variété de pommes, donc ça c'est une donnée. On peut avoir une autre donnée qui est la pomme est un fruit à pépins, mais ça ne nous dit pas que Pink Lady est un fruit à pépins. Donc il faut pouvoir corréler les deux. Donc ça pose des tas de questions, pardon. Donc comment corréler les données? Comment les grouper? Comment les gérer? Parce que maintenant on a tellement de données qu'on est obligé de faire du tri. Et on va vers un système où on va stocker déjà des données déjà traitées, plutôt que stocker des données brutes. Donc déjà on est passé à une étape ultérieure. Quelles sont les données pertinentes? Quelles sont celles qu'il faut garder, qui sont vraiment utiles? Et quelles sont celles dont on peut se débarrasser, etc. Il y a des problèmes d'interopérabilité pour assembler des sources de données hétérogènes. Et aussi, il y a des problèmes d'ontologie, simplement d'appellation, de dénomination des données.
Hein, il y a toute une variété de vocabulaire qui souvent vont désigner la même chose. Et si on ne les connaît pas tous, ben on va avoir des problèmes. Donc Pascal arrive juste, il aurait pu faire la fin de l'exposé. Alors la variété et la complexité des données, comme leur vitesse de croissance, sont exponentielles. Hein, et donc ces données peuvent tendre à disparaître, parce que plus on en a, plus elles vont être éventuellement volatiles. Donc le big data va permettre de définir les modèles ou les données consistantes, de les confronter et d'en valider la robustesse et de détecter les relations attendues ou inattendues. C'est souvent les relations qui sont inattendues qui sont les plus intéressantes. Alors enfin, dans le cadre de la génomique, où on essaie de corréler le phénotype et le génotype, on a aussi des évolutions majeures, puisque on arrive maintenant à séquencer à un prix très accessible des individus appartenant à une population. Et donc, plutôt que de faire des corrélations statistiques, on va pouvoir observer le phénotype d'un individu et le mettre directement en parallèle avec la séquence de son ADN. Donc on peut faire ça sur des populations issues de croisements de vignes et utiliser ces approches dans un but prédictif. Donc c'est en gros la frontière de la science actuelle qui est déjà en cours de développement. Et dernier volet aussi, c'est les métadonnées concernant l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est un mécanisme de régulation qui va permettre de faire varier l'expression du génome, donc d'éteindre ou d'allumer, entre guillemets, un certain nombre de gènes, sans modifier la séquence du génome, mais c'est une dimension de régulation supplémentaire qui est très importante pour comprendre le comportement des plantes en termes de développement et en termes de réponse à l'environnement. Donc ça, c'est un volet qui est aussi en pleine expansion actuellement et qui débute sur la vigne. Donc voilà pour cette synthèse très rapide.